C'est vrai que moi, à l'époque, j'allais me faire couper les cheveux il y a peut-être 10 ans pour 15 euros, alors que maintenant, c'est facilement le double en termes de prix. La meilleure manière de mesurer l'évolution du pouvoir d'achat dans le temps, c'est la valeur d'un bien ou d'un service par rapport à une quantité d'or. Si tu prends 1984, l'équivalent du SMIC en France, si on le mesure en or à l'époque et qu'on le convertit aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'à peu près 7000 euros. En 1984, le bien immobilier moyen en France, il représentait 2,3 années de salaire moyen. Aujourd'hui, c'est 8 à 9 ans. Depuis à peu près 50 ans, dans les pays développés, on a une haine de la richesse, qui est perçue comme une sorte de spoliation. Je pense qu'avec les discours en France aujourd'hui, la taxe Zuckman et tous ces trucs-là, et ça part d'un sentiment qui est assez juste. C'est-à-dire qu'ils associent l'idée de se dire, si t'es riche, c'est que t'as volé. Alors que dans une économie avec une monnaie saine, en fait, quelqu'un qui a créé une fortune, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de valeur à des consommateurs qui étaient libres de choisir ça. Et donc c'est quelqu'un qui, quelque part, a été très vertueux dans la manière dont il a créé sa fortune. Donc il n'aurait même pas besoin d'en faire charité ou de la redistribuer, parce qu'il a déjà apporté plus que ce qu'il n'a pu acquérir pour constituer sa fortune. Dans un monde où la monnaie est corrompue par le gouvernement, tu peux générer une fortune gigantesque sans apporter rien à qui que ce soit. Juste parce que tu as su surfer sur l'inflation. Salut Théo, Salut, bienvenue sur le podcast de Cryptost. ravi d'être parmi vous. Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement et présenter ce que tu fais dans l'écosystème Bitcoin? Ouais, du coup, je m'appelle Théo Magenet. Depuis à peu près 2 ans maintenant, je suis directeur Europe de Bull Bitcoin. Très simplement, Bull Bitcoin, c'est une boîte de technologie dont le produit principal est une plateforme, on va dire, d'échange Bitcoin only, self-custodial. C'est, je crois, le plus vieil échange Bitcoin only self-custodial au monde, qui essentiellement s'est développé au Canada pendant des années et qui s'est développé dans différents pays, notamment l'Europe. On travaille sur plein de technologies différentes. On a un wallet, des projets open source et une plateforme qui te permet de faire du DCA, des limit orders, d'acheter et de vendre. Et toujours avec cette idée de, finalement, la finalité de Bitcoin, c'est que les gens soient souverains, qu'ils gardent leurs sats. On les gardera jamais pour eux. Donc c'est ça ce que ça signifie self-custody, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entité tierce qui conserve les C'est ça. Bitcoins. Détention en propre, comme si tu avais du cash dans ta poche ou un lingot d'or dans le coffre. Donc tu achètes des bitcoins chez nous, on te les livre, on les garde jamais pour toi. T'as pas besoin de... En fait, t'as pas besoin de nous faire confiance pour nous utiliser. C'est-à-dire que nous, on te donne un prix, tu valides, on te livre les bitcoins sur ton wallet à toi. Et l'idée, c'est que tu puisses les utiliser pour payer, pour stacker, pour gérer ton épargne, pour les léguer à tes descendants. Et on a un positionnement un peu niche, mais qui va adresser, tu vois, tous ces cas d'usage, finalement, de gens qui voient pas ça que comme un actif, mais aussi comme une monnaie, comme une source de liberté, comme une manière de répondre à des sujets de débancarisation, d'échanges internationaux quand ils n'ont pas forcément les rampes bancaires qui vont leur permettre de faire ça. Donc c'est, on va dire, la toxicité parmi les toxiques maximalistes. Et tu t'intéresses aussi à l'économie. C'est notamment comme ça, moi, que je t'ai découvert par rapport à différents posts sur Twitter, maintenant X. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, comment t'es rentré dans ce monde-là, l'économie autrichienne, etc. Alors moi, j'ai jamais étudié l'économie à l'école. J'ai plutôt fait des études d'ingénieur. Et en 2016-2017, j'ai pris le wagon crypto comme beaucoup de gens. Je suis beaucoup intéressé au sujet, ça me paraissait fascinant. À l'époque, pas du tout bitcoiner maximaliste. Je suis plutôt rentré par la voie Ethereum. Tu vois, j'étais assez fasciné par cette idée de application décentralisée, on va désintermédier le monde. Et du coup, je connaissais rien à l'économie, rien à la finance. Tu as eu l'euphorie du marché haussier 2016-2017. Après, tu te prends une volée de bois vert et tu as le temps de te renseigner, etc. Et je m'étais rendu compte pendant le marché haussier qu'il y a plein de concepts sur qu'est-ce que c'est un order book, qu'est-ce que c'est un échange, même tu vois, des articles que je pouvais lire à l'époque sur d'où tous ces projets viennent, pourquoi est-ce que genre, finalement il y a eu un leitmotiv de créer genre, d'abord Bitcoin, puis les premiers altcoins, Litecoin, etc., puis Ethereum. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai pris quasiment 2 années sabbatiques pour essayer de m'intéresser à ces sujets. Et je suis un peu tombé dans un rabbit hole à proprement parler. Et du coup, je me suis intéressé à plein de théories économiques différentes. Et à un moment donné, je suis tombé sur
d'abord des libéraux, Friedman et compagnie, puis les Autrichiens, Hayek, Mises, ensuite Amos, et ça a vraiment cliqué. Et c'est à partir de là que j'ai compris pourquoi Bitcoin était vraiment différent du reste et pourquoi finalement, au-delà de l'aspect, on va dire, technologie de rupture et innovante, il y avait un projet beaucoup plus intéressant et même encore plus disruptif qui consistait à séparer la monnaie de l'État et quasiment à donner des droits de propriété inaliénables et garantis sans aucun intermédiaire à chaque personne sur la planète. Et pourquoi finalement, à travers l'histoire, la compréhension des phénomènes monétaires dans l'histoire, la compréhension justement de l'économie autrichienne, pourquoi ça avait un vrai intérêt à la fois social, philosophique et économique d'œuvrer à ça. Justement, c'est de ça dont je voulais parler dans l'épisode, donc parfaite transition. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est quel est le problème actuel de la monnaie telle qu'on la connaît actuellement, donc l'euro qu'on peut avoir soit dans notre poche, soit sur notre compte bancaire. Les problèmes, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pourrez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Il y a un problème global qui est que la monnaie n'est pas sélectionnée par le marché. C'est-à-dire que la monnaie, on dit souvent que c'est le fait du prince, que c'est quelque chose, on a cette idée que ça vient toujours des États, que avant même qu'il y ait eu des États dans l'histoire, il n'y avait pas de monnaie, que les gens n'échangeaient pas, n'épargnaient pas, ne dénominaient pas dans l'échange différentes denrées à travers un bien intermédiaire. Et c'est une idée qui est diffusée de manière presque ubiquitaire aujourd'hui, mais qui est complètement fausse. Et tu peux résumer tous les problèmes qu'on a avec la monnaie moderne sous cette égide-là. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'autres marchés, on a créé un monopole public qui, du coup, est complètement inefficient. CF, La Poste, la SNCF, on peut continuer longtemps. Et dans le cas de la monnaie, c'est d'autant plus pervers que c'est un domaine qui va avoir des conséquences sur l'ensemble de l'économie, même si c'est un peu insidieux, on ne s'en rend pas forcément compte tout le temps. De manière indirecte sur l'ensemble de la société, parce qu'en fait tout est lié à l'économie, donc tout est lié à l'argent, quoi. À la monnaie. C'est ça, mais notamment parce que les sociétés ont du mal à exister en dehors de l'économie. Et finalement, on va dire déjà le premier problème que tu as avec ça, c'est que si on vient par exemple aux Autrichiens, qui ont à la base des réflexions très très simples, ils bâtissent des raisonnements compliqués à partir de propositions très simples, mais une des propositions qu'ils ont, c'est que le futur est incertain. Je ne sais pas si demain je serai marié, si je serai malade, si j'aurai envie de vivre dans une autre ville, de déménager, de lancer une entreprise, peu importe. J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas de quoi le futur sera fait. Et donc, finalement, la meilleure manière que j'ai de me garantir une forme de sécurité et de résilience dans ce futur que je ne peux pas connaître, c'est de garder le bien qui va être le plus liquide, c'est-à-dire le plus facilement accepté par les autres pour obtenir ce que je ne sais pas que je vais désirer ou dont je vais avoir besoin demain, mais garder ce bien finalement qui va me permettre de l'acquérir, quoi que ça puisse être dans le futur. Et finalement, du coup, si tu essayes de répondre à cette espèce de lutte contre l'incertitude future, la meilleure stratégie que tu adoptes, c'est de te dire, je vais devoir essayer de stocker un bien qui va être relativement rare, parce que si par exemple, je prends des feuilles d'arbre pour faire mon épargne, ça va continuer à pousser, il y a des gens qui vont pouvoir quelque part en fabriquer, et donc je vais me faire dévaluer, ça va pas très bien marcher. Il faut aussi que ce soit un bien que je puisse détenir directement, qu'il n'y ait pas un mec qui puisse me dire aujourd'hui ce qui est à toi n'est plus à toi.
Également, il faut que ce soit quelque chose qui soit assez pratique à échanger à travers l'espace, à travers les échelles. Donc finalement, il faut que ce soit un bien qui soit échangeable à travers le temps, à travers les échelles, à travers l'espace. Et à toutes les époques de l'histoire, on a trouvé différents biens en fonction des développements technologiques de la civilisation qui, sans qu'on les ait décrétés comme étant monnaie, ont été élus par le marché parce que, en fait, cas un cas an, par essai-erreur, les gens se sont rendus compte que ça fonctionnait mieux que le reste, quoi. Donc, ça a pu être le sel, les vaches, les coquillages, des artefacts, puis les métaux précieux, etc. Et fondamentalement, à partir du moment où on a commencé à vraiment développer une économie qui s'est étendue dans l'espace, qui s'est connectée, qui s'est mondialisée dès la Renaissance, on a dû faire des transactions sur des... En fait, on a dû faire en sorte que les flux monétaires suivent les flux des échanges. Et si tu prends une vache en lingot d'or, tous les biens que j'ai cités, c'est des choses qui sont coûteuses, compliquées à transporter, etc. Donc c'était très pratique de dire finalement, on va les déposer chez une institution A, qui elle va nous donner des moyens d'échange ou plutôt des reçus informationnels, donc que ce soit des billets de banque, des lettres de change, des chèques, des cartes bleues, etc. De manière à ce que si j'ai besoin de les envoyer à New York demain, j'ai pas besoin de livrer un lingot d'or à New York. Je vais juste dire l'institution A transfère la propriété que j'ai de ce lingot d'or à l'institution B. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément aidé au développement de la civilisation, dans le sens où ça nous a permis d'échanger avec beaucoup plus de gens, d'accroître la division du travail. Et tout ça, c'est super. Le problème, c'est que à partir du moment où tu fais ça, en fait, tu donnes la possibilité au gars qui garde ton lingot d'or d'émettre plus de reçus qu'il a de lingots en réserve. Et du coup, la qualité dont on parlait avant finalement de résistance à l'inflation de la monnaie, le fait que l'or a été choisi comme monnaie parce que personne ne peut en créer et que c'est une ressource relativement plus rare que le reste sous la surface de la Terre, fait que finalement, à part si tout le monde vérifie tous les jours qu'il y a autant de reçus que d'or dans les coffres, le gars qui le garde pour toi, il a la possibilité finalement d'émettre du pouvoir d'achat, d'émettre plus de reçus qu'il n'a de monnaie de base, comme on dit en économie, c'est-à-dire de monnaie valorisée en tant que telle, élue par le marché, choisie pour ses qualités, pas manipulable, etc., etc. Et du coup, l'histoire en tout cas dans la civilisation occidentale, de ces 200-300 dernières années, ça a essentiellement consisté à améliorer notre économie parce qu'on a aussi beaucoup amélioré nos moyens de financement, de paiement, etc., mais en confiant de plus en plus de pouvoir à des institutions, à des custodians, des gardiens, quelque part, en sacrifiant la capacité qu'on avait à garantir les qualités de la monnaie parce qu'on la détenait plus directement. Et comment ça se représente à l'heure actuelle? On va dire que c'est les banques centrales, donc indirectement les États, qui sont en capacité de créer de la monnaie et donc d'en imprimer et d'en déverser sur le marché, ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus de limite à la monnaie, à la quantité de monnaie qui peut être émise et disponible dans le monde, ce qui entraîne tout un tas de problèmes comme l'inflation, ce genre de choses-là. Donc les monnaies dont on parle et que tu décris là, c'est ce qu'on appelle en général des monnaies fiat ou des monnaies papier. Donc elles ont de valeur. Fiat, ça vient du latin qui veut dire décréter l'existence de, fiat lux, que la lumière soit. Et donc, c'est des monnaies qui n'ont de valeur que parce qu'on dit qu'elles ont de la valeur. Et il n'y a aucune monnaie fiat qui n'est arrivée dans l'histoire ex nihilo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on voit qu'il y a d'abord une monnaie quelque part naturelle, que ce soit l'or ou un autre métal précieux, qui va être accumulée dans des coffres. On va émettre des reçus, des billets de banque par exemple, qui la représentent. Et au bout d'un moment, on va dire, bon, en fait, ce système d'or et tout, c'est pas commode. Donc maintenant, la monnaie, c'est les billets qui représentent l'or et c'est pareil. Et finalement, quand on arrive là, dans un premier temps, tu as une sorte de discipline qui est effectuée à la fois sur les gouvernements et sur les institutions financières, parce qu'ils ne peuvent pas non plus se permettre d'émettre beaucoup plus de monnaie qu'il n'y a d'or. Parce que c'est ce qu'on appelle l'étalon or. Ça, c'est exactement.
et qui a prévalu, tu vois, en Europe, quasiment du XVIIe jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ensuite, à la suite de la Première Guerre mondiale, et notamment à la fin de la période, on va dire, à la fin des années 60 et début des années 70, les États-Unis, unilatéralement, exactement en 71, ont dit, bon, finalement, les dollars que vous avez et qui, normalement, peuvent être échangés contre un poids d'or garanti, bon, bah, ça reste des dollars. Vous allez pouvoir les utiliser pour acheter des biens, du pétrole, etc., etc. Et c'est déjà un peu ce qu'on fait depuis des décennies. Donc, ça va marcher comme ça. Et parce que finalement, bah, on est la puissance hégémonique et on peut vous l'imposer, vous n'avez pas trop votre mot à dire. Dans le premier système où tu as quand même une sorte de discipline sur cette inflation, tu as de l'inflation qui existe parce qu'on émet plus de pouvoir d'achat, donc de billets, de représentation de l'or qu'il y en a dans les coffres. Dans la deuxième partie, tu n'as absolument plus aucune limite à la quantité d'impression monétaire que tu veux faire. Ça devient un fait politique complet. C'est-à-dire que tant qu'il y a une demande pour ta monnaie, tant que ta société ne s'effondre pas, que tu as des trucs à exporter, qu'il y a des gens qui veulent acheter des actifs chez toi, etc., tu peux imprimer quasiment autant que tu veux. C'est franchement qu'une question de confiance pure. Donc, à partir de 1971 et la fin des accords de Bretton Woods et donc la fin de l'étalon or, on est entré dans cette période où en fait les monnaies fiat et notamment le dollar n'est plus baqué par rien du tout, si ce n'est la confiance qu'on a en lui. Est-ce que tu peux nous donner concrètement un peu quels sont les effets, notamment peut-être depuis 1971 et la fin de cet étalon or, sur en fait, la société des effets que peut-être on n'imagine pas être liée à le début d'une grosse impression monétaire, une augmentation de l'inflation, ce genre de choses-là. Je pense notamment au prix de l'immobilier. Il y avait Jack Mallers d'ailleurs qui avait fait une conférence et qui avait, je crois, présenté pas mal de graphiques sur le taux de fertilité, le taux de divorce, le prix de l'immobilier et d'autres graphiques qui avaient un point commun, c'est que la courbe commençait à augmenter à partir de 1971. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples concrets comme ça dans la vie quotidienne pour les gens ? Alors, si on a moins d'exemples sur la France, donc je vais me focaliser un peu plus là-dessus. Moi, il y a deux exemples que j'aime beaucoup. Donc, si on vient à ce qu'on disait avant, tu as par exemple une vache depuis 5000 ans, elle vaut exactement le même poids en or. Un costume fait sur mesure, et il n'a pas forcément la tronche du costume qu'on a aujourd'hui, à l'époque de la Renaissance ou à l'époque de l'Empire romain, une toge, tu vois, de bonne fabrique, c'était pas du tout entre guillemets, le même objet, mais il représente une forme de travail humain qui n'a pas vraiment de possibilité de gain en productivité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas améliorer l'efficience du processus. Pareil, une coupe de cheveux, ok, on a peut-être inventé la technique de, genre, je te tiens les cheveux pour égaliser de manière plus intelligente, mais tu vois, c'est des choses qui n'ont pas changé dans l'histoire. Et donc, elles représentent finalement une quantité de temps humain, une quantité de travail qui, du coup, est un bon étalon pour se repérer sur l'évolution de l'inflation dans le temps et à quel point on a pu se faire dévaluer. Et parce que je reprends l'exemple du coiffeur, c'est vrai que moi, à l'époque, j'allais me faire couper les cheveux il y a peut-être 10 ans pour 15 €, alors que maintenant, c'est facilement le double en termes de prix. Donc pour toi, c'est un des moyens de mesurer aussi l'inflation réelle par rapport à l'inflation qui nous est donnée et communiquée notamment par l'INSEE en France ou par ces instituts qui peuvent être un petit peu alors, biaisés. On reviendra là-dessus après. Mais du coup, je pense qu'une bonne manière de le comprendre, c'est que parce que personne ne peut produire d'or et que l'évolution de la quantité d'or qui circule dans le monde est hyper stable et très prédictible depuis des centaines d'années, voire des millénaires, le pouvoir d'achat, la meilleure manière de mesurer l'évolution du pouvoir d'achat dans le temps, c'est la valeur d'un bien ou d'un service par rapport à une quantité d'or. Et tu vois, par exemple, si tu prends 1984, toi et moi, on n'était pas encore nés, mais c'était, on va dire, il y a 1 ou 2 générations, le salaire, l'équivalent du SMIC en France,
Si on le mesure en or à l'époque et qu'on le convertit aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'à peu près 7 000 euros. Si tu prends par exemple les biens immobiliers, en 1984, le bien immobilier moyen en France, il représentait 2,3 années de salaire moyen. Donc c'est-à-dire que en moyenne, tu vois, pour acquérir un bien immobilier, pour le kidam moyen, il lui fallait 2,3 années d'économie pleine. Aujourd'hui, c'est 8 à 9 ans. Et c'est là que tu vois que tu vois, le foncier, la France n'a pas grandi depuis, le foncier, on n'en a pas créé plus, et le prix nominal de l'immobilier n'a cessé d'augmenter. Les gens l'ont utilisé comme réserve de valeur, justement parce que la monnaie que le gouvernement a forcée sur les agents économiques est devenue de piètre qualité, à cause de l'inflation dont tu parlais. Les gens ont utilisé l'immobilier comme des tirelires. Et plein d'autres biens qui sont en fait finalement plus rares que la monnaie fiat émise par les banques commerciales et le gouvernement. Et du coup, quand tu commences à regarder ça en or, par exemple, tu te rends compte que tu as plein de gens qui, par exemple, se sentent de plus en plus déclassés, de plus en plus pauvres en Occident. Et ils peuvent trouver 1200 raisons, l'immigration, la mondialisation, tout ce que tu veux. Mais in fine, si tu regardes l'évolution de la masse monétaire ou que tu mesures les choses en or, le SMIC aujourd'hui, pas au sens le salaire qui devrait être fixé par l'État, mais le salaire minimum pour un travail de base fourni, ça devrait être l'équivalent de 7 000 euros en pouvoir d'achat. Et c'est là que tu commences à comprendre que, entre guillemets, il y a eu un dysfonctionnement fondamental avec l'introduction de ces monnaies manipulables qui ont créé des effets pervers qui seraient très compliqués à expliquer dans leur ensemble, mais qu'on peut résumer à si tu crées de la monnaie, tu crées du pouvoir d'achat nouveau, et du coup, c'est beaucoup plus facile de gagner de la richesse en captant ce pouvoir d'achat plutôt qu'en créant de la valeur. Donc, tu vois, par exemple, sur les monnaies les mieux gérées au monde, donc tu prends le franc suisse, le dollar, l'euro, depuis 25 ans, elles ont en moyenne à peu près 7% d'évolution par an. Donc ça veut dire que chaque année, il y a 7% d'euros en plus que l'année d'avant. Du coup, plutôt que d'essayer d'avoir une augmentation de ta productivité de 7% par an, ce qui est très difficile. La plupart des gens n'ont pas une augmentation de salaire de 7%. La plupart des entrepreneurs n'arrivent pas à faire croître leur marge de 7% par an. Vaut mieux acheter des biens qui sont plus rares, qui eux évoluent par exemple de 1, 2%, voire 0%. Tu vois, on prenait l'exemple du foncier, les bouteilles de Pétrus, les cartes Pokémon, les bitcoins. Il n'y en a pas d'autres qui seront déversés, enfin, moins qui seront déversés sur le marché. En tout cas, quand tu les achètes, tu peux être à peu près certain. Tu as des œuvres d'art d'artistes qui sont décédés. Tu peux être à peu près certain qu'ils vont relativement devenir de plus en plus rares par rapport à la quantité d'euros qu'on va mettre en face. Et donc, finalement, vaut mieux acheter ces trucs-là, les garder, rester assis sur tes fesses, ce qui est hyper pénalisant pour l'ensemble de l'économie parce que tu as plein de gens qui ont des ressources, des talents et qui, du coup, vont plutôt juste, finalement, essayer d'acquérir les réserves de valeur les plus efficaces et sortir de l'économie productive, le fait de créer de la valeur pour des autres, de mettre leur talent finalement au service d'eux-mêmes et du monde. Et le gars qui, lui, n'a pas accès à ça, il va continuer à bosser, il va continuer à créer de la valeur, il va continuer à générer des ressources, etc. Mais les biens réels, tu vois, ce qui fait que l'économie fonctionne et que on valorise les biens économiques, c'est l'utilité qu'on en a. Si tu veux, les entrepreneurs qui créent des trucs, c'est les mecs qui bossent, etc. Ces gars-là, en fait, ils vont se faire spolier petit à petit par les types qui ont accès aux meilleures réserves de valeur parce qu'eux, ils sont cantonnés à utiliser une monnaie très inflationniste et finalement à travailler pour de moins en moins de rémunération réelle. Donc, c'est l'exemple que je prenais avec tu vois, le SMIC qui finalement aujourd'hui est à 1 300 euros, 1 200 euros à peu près, et qui normalement devrait être à 7 000. Le gap entre les deux,
c'est en fait ce qu'on a redistribué des gens qui créent de la valeur vers ceux qui peuvent la capter parce qu'ils ont accès à la fois à du crédit et à la fois à des meilleures réserves de valeur que en fait, les gens qui ont besoin de bosser pour vivre. En fait, les travailleurs sont un peu spoilés pour ceux qui détiennent les actifs. Détiennent des actifs qui s'apprécient plus vite que ce que la rémunération d'un travailleur augmente, quoi. Et c'est même pas que les travailleurs, c'est les créateurs de valeur au sens large. C'est valable aussi pour les entrepreneurs. Si tu prends, tu vois, si on prend un micro-exemple, l'idée même de la Startup Nation dans laquelle on vit depuis 10 ans, et pas qu'en France, hein, dans la plupart des pays développés, finalement, ça consiste à un jeu où il va falloir lever le plus de fonds possible en essayant de créer les narratifs les plus bullish possibles, sans jamais atteindre un point de rentabilité, sans jamais fournir des produits qui vont vraiment se développer et être distribués massivement à des clients à un prix sur le marché librement choisi. Et si tu essayes, entre guillemets, d'obtenir une rentabilité, vraiment de jouer ce jeu économique, tu vas perdre face au mec qui va juste acheter un ETF, une once d'or, une bouteille de Pétrus, une voiture de collection, une œuvre d'art, que sais-je, en fait n'importe quel bien qui va servir de meilleure réserve de valeur que la monnaie. Donc tu vois, le thème sur lequel on revient toujours, c'est quand le gouvernement corrompt la monnaie, il détruit les phénomènes économiques qui sont une sorte d'horloge très très fine et qui sont basées sur des incitations très importantes qui font que la création de valeur est récompensée par une captation de valeur. Et quand le gouvernement corrompt la monnaie, on arrive dans un monde où la captation de valeur est déconnectée de la création de valeur. Et du coup, on se retrouve tous, parce qu'on a tous un intérêt propre et qu'on n'est pas débiles, à se battre pour jouer au jeu de la captation de valeur au lieu d'en créer. Et du coup, les économies s'effondrent parce que s'il n'y a plus personne qui crée de la valeur parce que ça devient juste un jeu de con et c'est plus rentable et tu deviens finalement le dindon de la farce, tu es plus incité à essayer de te battre plus vite que les autres et avec des meilleurs moyens et avec des nouvelles stratégies, à essayer de capter le peu de valeur qui reste créé par l'économie réelle, plutôt que finalement d'être incité à vraiment créer de la valeur. Et juste pour terminer sur ce point, tu vois, par exemple, depuis à peu près 50 ans, dans les pays développés, on a une haine de la richesse qui est perçue comme une sorte de spoliation. Je pense qu'avec les discours en France aujourd'hui, la taxe Zuckman et tous ces trucs-là, qui sont hyper consensuels pour la plupart de la population, et ça part d'un sentiment qui est assez juste. C'est-à-dire que la plupart des gens se disent, mais finalement, ces gens-là sont dans la spoliation. Et du coup, ils associent l'idée de se dire, si t'es riche, c'est que t'as volé. Alors que dans une économie avec une monnaie saine, en fait, quelqu'un qui a créé une fortune, c'est quelqu'un qui a apporté énormément de valeur à des consommateurs qui étaient libres de choisir ça. Et donc, c'est quelqu'un qui, quelque part, a été très vertueux dans la manière dont il a créé sa fortune. Donc, il n'aurait même pas besoin d'en faire charité ou de la redistribuer parce qu'il a déjà apporté plus que ce qu'il n'a pu acquérir pour constituer sa fortune. Dans un monde où la monnaie est corrompue avec le gouvernement, par le gouvernement, pardon, tu peux générer une fortune gigantesque sans apporter rien à qui que ce soit. Juste parce que tu as su surfer sur l'inflation. Donc ça, tu parles, j'imagine, de l'effet cantillon, le fait que les riches peuvent faire des crédits extrêmement facilement, alors qu'une personne beaucoup plus pauvre ne le peut pas. C'est ça. La meilleure explication de ce phénomène, c'est un économiste franco-irlandais du XVIIIe siècle, qui s'appelle Richard de Cantillon, et qui expliquait un truc qui est en fait assez con, mais qu'on a complètement oublié, c'est que quand quelqu'un crée de la monnaie, que ce soit une banque, le gouvernement, même un faussaire, d'abord, elle rentre dans l'économie à un certain endroit, tu vois. Mettons, j'ai une presse à imprimer, je te file des euros, toi, tu vas pouvoir les récupérer. Donc ça, c'est du pouvoir d'achat nouveau. Tu vas les dépenser. Et donc, toi, tu as du pouvoir d'achat face à une structure de prix, tu vois, qui n'a pas été altérée par l'existence de ce pouvoir d'achat nouveau. Personne à part toi ne sait qu'il existe. Donc, le mec à qui tu vas acheter ta voiture, auprès de qui tu vas faire tes courses, etc., il n'a pas de raison de faire évoluer ses prix. Tu lui files cet argent.
lui, à ce moment-là, il va les dépenser auprès de quelqu'un d'autre, il va aller chez son garagiste, chez son dentiste, etc. Et de proche en proche, comme ça, la monnaie va circuler. Plus tu es proche de sa source de création, plus en fait, tu vas pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui est important parce que tu as accès à ce pouvoir d'achat nouveau, mais les prix n'ont pas été impactés par la circulation de cette monnaie nouvellement créée. Et plus tu te retrouves en bout de chaîne, plus les agents économiques, au fur et à mesure, parce qu'ils se rendent bien compte que chaque unité monétaire achète de moins en moins de biens réels, va se retrouver à faire évoluer ses prix, à augmenter les prix auxquels il va vendre les biens et services qu'il met sur le marché. Et donc, plus tu es en bout de chaîne, moins tu vas bénéficier de cet effet-là, et plus tu vas te faire spolier, parce que ce que tu fournissais avant, quel que soit ton métier, quelle que soit ton activité, finalement va se retrouver complètement dévalué. Et donc, c'est une forme de redistribution complètement perverse et complètement insidieuse des gens qui sont proches de la presse imprimée, c'est-à-dire souvent du pouvoir politique ou des réserves de valeur de choix. Donc aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de la financiarisation, au détriment des gens qui vivent de leur travail ou créent de la valeur ou sont finalement dans encore une forme d'économie réelle et dans la création de valeur dont on parlait avant. Petite anecdote, Richard de Cantillon, peut-être le premier épisode d'hyperinflation dans l'histoire, il a eu lieu en France, donc à l'hypercentre de Paris, pas très loin de Châtelet, au niveau de la rue Quincampoix, juste à côté de l'hôtel de ville. À l'époque, c'est là qu'était l'équivalent du stock market actuel. Donc c'était des actions qu'on s'échangeait en papier à la criée. Et à l'époque du duc d'Orléans, qui était régent pour Louis XV, trop jeune pour régner, il y a un Britannique, un Anglais, il me semble, qui s'appelait John Law, et qui après s'est retrouvé nommé John Law de Lauriston, qui est venu voir le duc d'Orléans, le régent de France, à l'époque où les finances publiques étaient exsangues à cause du règne de Louis XIV, et il lui a dit, moi j'ai une super idée pour vous permettre de pouvoir refinancer l'État. Donnez-moi le monopole d'émission de la monnaie, permettez-moi de créer une banque nationale, et je vais régler l'économie française. Le duc d'Orléans a accepté. Il lui a donné le monopole d'émission de la monnaie. Il a créé quasiment une des premières monnaies papier de l'histoire moderne. Et Richard de Cantillon, voyant ce qui se passait en France et voyant du coup l'exubérance des bulles dans le marché d'actions de la rue Quincampoix, parce que évidemment, vu qu'il y avait plein de monnaies nouvelles qui étaient créées, la détention d'or était interdite, la monnaie était baquée par rien, tu étais obligé par décret royal de détenir la monnaie de la Banque royale émise par John Law et avec le sceau royal. Tu imagines que le prix de tout a commencé à augmenter. Et Richard de Cantillon a shorté tout ça. Et il a fait sa fortune là-dessus. Parce que justement, il comprenait que tu ne peux pas créer de la valeur en créant du papier. Tu vois, c'est Yves Dinamous dont on parlait avant, a une super image pour expliquer ça. Le Parc des Princes compte à peu près 45-46 000 places. Si tu émets 100 000 tickets, tu vas pas créer des sièges en fait. Tu vas juste faire en sorte que tu aies une personne sur deux qui se battent pour avoir un siège. Et c'est exactement le même phénomène avec la monnaie. C'est-à-dire que si tu n'as pas augmenté la capacité productive de l'économie et les biens en circulation et leur qualité, en fait, tu crées juste une dilution de ce que chaque unité, ce que chaque ticket te permet d'acheter comme place dans le stade. Et pendant un moment, tu as l'impression, parce que tu as ton ticket en main, que du coup, tu as quelque chose qui a de la valeur. Et le jour où tu rentres et que tu dois te taper avec un mec pour lui dire non mais ça c'est ma place, et lui il va te dire non mais ça aussi c'est la mienne, là tu te rends compte que finalement tout le monde s'est fait arnaquer par le gars qui avait la possibilité d'imprimer des faux tickets. C'est un peu ça le problème fondamental qu'on a avec les monnaies fiat qui sont basées sur rien et qu'on peut émettre de manière complètement artificielle et politique. Pour revenir sur l'inflation, en fait, on voit le prix donc, des différents biens augmenter. Là, je vais parler plus des biens de consommation. Mais en fait, les prix des biens de consommation devraient plutôt baisser avec les progrès technologiques, j'imagine. Du coup, c'est cette inflation-là, cette création monétaire qui fait que les biens et les services voient leur prix augmenter. Si tu prends par exemple le coût d'un méga de stockage informatique, d'un méga de transmission d'informations sur les 20-30 dernières années, le coût c'est complètement écrasé, il est descendu
exponentiellement. Et pourtant, l'économie numérique est probablement une des économies les plus rentables et connaît la plus grande croissance dans le monde dans lequel on vit. Et donc, un phénomène économique qui fonctionne bien, c'est ça. C'est t'investis, du coup, tu crées des gains en productivité. Du coup, on crée la même valeur qu'avant. Donc, des biens de meilleure qualité et en plus grande quantité pour moins cher, avec moins de ressources engagées. Si par contre, derrière, tu fais cette impression de ticket dans le stade et que tu crées plein de pouvoir d'achat artificiel, tu vas avoir cette espèce de compensation de l'effet de la productivité réelle générée par l'économie qui, finalement, rend difficile à déceler cette spoliation parce que tu peux avoir, par exemple, des biens de consommation, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans lequel il y a eu énormément de gains en productivité ces dernières années, plutôt en productivité sur la quantité que sur la qualité, sur le stockage informatique pareil, sur même la distribution des biens avec l'avènement de l'économie numérique. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de bien distribuer des billets d'avion, des repas, tout ce que tu veux. Et normalement, on devrait avoir l'effet que, par rapport à tes parents ou les miens, on devrait avoir le même repas, le même trajet, la même qualité, la même expérience de voyage, etc., pour beaucoup moins cher. Sauf que si entre-temps, tu as eu, mettons, des gains en productivité sur 30 ans de x4, c'est-à-dire que on fait exactement la même chose, mais avec un quart des ressources que ça nous demandait avant, mais que tu as créé 20 fois plus de monnaie, bah, finalement, c'est soit 5 fois moins bien pour le même prix, soit 5 fois plus cher pour la même qualité. Et du coup, on a cette espèce d'impression un peu schizophrénique dans l'économie moderne, où on voit bien que on est de plus en plus efficace pour faire plein de trucs. La plupart des ingénieurs, des gens qui sont au plus proche des phénomènes productifs, se rendent bien compte qu'on a des meilleures machines, on a plus de ressources, on est beaucoup plus efficace, on arrive à vraiment optimiser beaucoup de phénomènes. Et en même temps, les gens deviennent de plus en plus pauvres. Alors que normalement, et c'est pour ça que tu vois, c'est intéressant de mesurer les prix en or, si on enlève l'effet de l'inflation là-dedans, en fait, on se retrouve dans cette situation où l'économie devient de plus en plus productive parce qu'elle a accumulé de plus en plus de capital, parce qu'elle s'est améliorée, elle a de plus en plus de technologies à sa disposition, il y a de plus en plus de division du travail et de spécialisation. Et du coup, normalement, ça devrait se traduire par des gains économiques et une augmentation de la prospérité et des conditions de vie pour tout le monde, parce qu'on est tous consommateurs et donc on se retrouve tous dans cette situation où on a des biens de meilleure qualité pour moins cher. Et à l'inverse, on se retrouve dans cette situation où on a des pans de l'économie qui ont tellement de productivité que là, on voit les gains en productivité, et d'autres où, par exemple, si tu prends la santé, l'éducation, je parlais des vaches par exemple, mais la viande, tu vois, les choses où il n'y a pas de gains en productivité massif à l'époque moderne, ça coûte de plus en plus cher, et on ne comprend pas pourquoi. Et c'est pas qu'on est devenu moins bon à fabriquer ces trucs-là, c'est juste qu'on a complètement dilué la réalité des prix et que en fait on paye pour des gens qui vont voler notre pouvoir d'achat sans forcément qu'il y ait une sorte de complot ou qu'il y ait une malveillance derrière. C'est juste que le système est ainsi fait qu'ils ont intérêt à l'utiliser de cette manière-là et on paye tous collectivement pour cette connerie. Et ça me fait penser, j'en parlais juste avant, à cette courbe en fait, du taux d'obésité qui explose à partir de 1971. Et en fait, on voit que c'est pas forcément le prix de la nourriture qui aurait augmenté. Alors bon, la viande, si, évidemment, et certains produits, mais c'est aussi la qualité. En fait, pour ne pas augmenter le prix de ces denrées-là, on va baisser la qualité et donc on va en fait empoisonner, entre guillemets, la population et donc faire augmenter ce taux d'obésité, le taux de maladie, etc. Alors c'est vraiment un vaste sujet, mais la manière très high level d'essayer de l'expliquer, c'est que si tu es dans un monde en inflation, l'agriculture, c'est quelque chose qui n'a pas des gains en productivité comme l'informatique. Tu peux pas espérer avoir des gains en productivité très rapides et très violents. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'une vache. Fondamentalement, que ce soit à l'époque de la Mésopotamie, il y a 6000 ans, ou aujourd'hui, pour
avoir une vache nourrie à l'herbe de bonne qualité, il faut du temps, un pâturage, donc une certaine quantité de sol, et tu peux pas améliorer ce phénomène. Tu vois, il n'y a pas de machine qui va te permettre de faire en sorte que ça aille plus vite, que tu économises du travail humain, de la terre, etc. Ou alors de manière très marginale. À l'inverse, si tu commences à faire des steaks de soja, si tu commences à foutre du sucre partout, si tu commences à créer des souches modifiées génétiquement pour qu'elles puissent se replanter à n'importe quelle saison, que tu puisses les planter dans des sols qui n'ont plus de nutriments, qu'on n'a plus besoin de mettre en jachère, ou finalement tu n'as plus besoin de cette ressource de travail de temps. Tu te mélanges ta viande avec d'autres ingrédients justement pour avoir, avec une même vache, faire 2 fois plus de viande parce que tu la coupes avec d'autres Non, c'est types même plus, d'ingrédients. c'est même plus finalement une vache, c'est juste que typiquement, si tu regardes même l'évolution des régimes alimentaires, c'est un phénomène très moderne que de dire que les protéines, la graisse animale et les produits animaux sont mauvais pour ta santé, alors que ça a été l'alimentation de nos aïeux pendant des millions d'années, parce que finalement, dans un monde où tu as de l'inflation monétaire, et où du coup le prix de n'importe quoi va augmenter tendanciellement à cause de l'impression monétaire, par exemple, si tu fais de la culture de soja intensive ou de la culture de seed oil, d'huile de palme, d'huile de colza, tu fais de la culture même de céréales, tu vas pouvoir mécaniser tout ça, tu vas pouvoir consolider des terres, tu vas pouvoir gagner en productivité grâce à des économies d'échelle. Et là, tu vas pouvoir du coup avoir des gains en productivité qui permettent de contrecarrer l'inflation monétaire. Et donc, si je suis malveillant et que je suis Dadan, mon but, c'est d'expliquer aux gens que ça, c'est bon pour eux. Que finalement, ça, c'est un très bon régime, c'est ça qu'ils doivent acheter, c'est bon pour leur santé, etc. Tout simplement parce que sinon, ce que je dois leur expliquer, c'est je peux pas faire croître la vache plus vite, je peux pas faire en sorte que quelque part qu'elle se développe plus vite, qu'elle évolue plus vite. Par contre, elle va vous coûter à peu près 2 fois plus cher tous les 7 ans. Donc vous devenez pauvre. Donc vous êtes en train finalement de vous faire arnaquer. Et moi, en tant que Danone, je peux plus vous avoir comme client parce que vous n'avez plus les moyens d'acheter ma viande. Donc j'ai plutôt intérêt à aller dans des agricultures de plus en plus intensives avec des sols qui ont de moins en moins de nutriments parce que on va utiliser de plus en plus de produits chimiques, de plus en plus de mécanisation, etc. Et fondamentalement, ça te permet de maintenir un niveau de supply alimentaire, de fourniture alimentaire qui est très important, mais tu détruis toutes les qualités nutritives de l'alimentation, tu fais en sorte que les gens passent finalement à des modes de consommation où ils vont manger des acides gras saturés, du sucre, parce que sur ces trucs-là, tu peux avoir des gains en productivité énormes. Alors que sur une vache, sur des œufs, sur du fromage, sur du lait, sur des choses comme ça, tu vas pas pouvoir squeezer beaucoup de productivité, quoi que tu fasses. Ouais, c'est une question de préférence temporelle, mais on va en parler juste après. Je voulais juste finir sur ce sujet, parce qu'on a parlé de l'INSEE il y a un moment maintenant, et donc je voulais revenir rapidement dessus, mais sur le calcul de l'inflation, en fait, c'est toutes ces choses-là, le calcul de l'inflation fait par l'INSEE en France ne le prend pas en compte. C'est comme voilà, l'augmentation du prix de l'immobilier, etc. Donc il y a l'inflation qu'on nous annonce, et puis après, il y a l'inflation réelle, et c'est aussi pour ça que beaucoup de gens se disent, mais je comprends pas, on me dit qu'il y a que 3% d'inflation, mais avant, je payais mon coiffeur 15 euros, maintenant je le paye 30, l'école de mes enfants, ça a doublé en termes de prix. Ça, c'est plein de choses qui sont pas forcément correctement mesurées par ce type d'indicateur. Alors, t'as plein de problèmes avec les mesures de l'inflation, mais la première, c'est que quand tu mesures l'inflation, donc ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, donc les indices d'inflation qui sont élaborés par les instituts statistiques dans tous les pays, que ce soit l'INSEE ou les équivalents dans d'autres pays. Ce que tu fais, c'est que tu prends en gros ce qu'on appelle le panier de la ménagère, c'est-à-dire que tu définis un certain nombre de denrées et d'année en année, tu vas regarder comment leur prix évolue. Tu pondères dans ta moyenne la quantité de chacune de ces denrées parce que tu considères être sa consommation moyenne pour le consommateur moyen. Et tu dis, par exemple, si le panier, son prix pondéré a évolué de 2% par an, c'est qu'il y a eu 2% d'inflation.
quand tu fais ça, tu mesures la cause et pas l'effet. C'est-à-dire que, encore une fois, si la quantité d'euros évolue en moyenne de 7% par an, tu as créé 7% de pouvoir d'achat en plus. Ce pouvoir d'achat, il va se déverser quelque part. Donc, si tu arrives à un indice d'inflation qui te donne 2% par an, c'est que soit tu as pondéré comme un enculé, soit tu as exclu la moitié des trucs que les gens désirent du panier. Le panier, les pondérations, tu vois, ce qu'on met dans le panier de la ménagère quand l'INSEE calcule l'inflation en France, n'est plus public depuis 2016. La dernière mesure qu'on a, l'immobilier, pour te donner une idée, représentait de mémoire quelque chose comme 10 ou 12% de la dépense du ménage français moyen. Si tu connais des gens qui dépensent 12% de leurs revenus disponibles pour se loger, tu m'appelles. Les actifs ne sont pas pris en compte par l'inflation. Donc, en fait, tu vas toujours te démerder pour arranger le truc comme tu veux, notamment parce que tu es un bureaucrate qui bosse pour un institut statistique, qui bosse pour un État, qui va émettre de la dette dont le coût, c'est-à-dire les intérêts qu'il va payer dessus, dépend essentiellement de l'inflation. Parce qu'un mec qui va acheter ta dette, il a besoin d'être compensé pour cette inflation. Donc, tu n'as absolument aucune incitation à surestimer ou même à estimer correctement l'inflation. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si par exemple, je te dis, je prends le panier ménagère tous les ans et je regarde comment il évolue, l'évolution des prix elle-même va affecter tes choix en tant que consommateur. Si, encore une fois, je reprends mon exemple du steak, s'il devient de plus en plus cher, bon, bah, tu vas commencer à bouffer des pâtes et du riz et des steaks de soja. Du coup, le steak, il sort du panier de la ménagère. Mais tu as quand même envie de le manger. Tu n'as juste pas les moyens. Donc, l'évolution du prix du steak n'est pas prise en compte par l'indice des prix à la consommation parce que l'INSEE va te dire « Oui, mais aujourd'hui, les habitudes de consommation des Français, c'est de manger des panzani. » Oui, mais en fait, tu es devenu plus pauvre. C'est juste que avant, on mettait un steak dans finalement ce qu'une famille allait acheter toutes les semaines pour se nourrir, ou du veau, ou je sais pas quoi. Et là, bah, on te met du soja, du sucre et des pâtes. Bah, ok, bah, du coup, ça n'a pas beaucoup augmenté, mais c'est pas la même chose dans l'assiette. Donc ça n'a absolument plus rien à voir. Donc déjà, tu vois, genre même d'un point de vue mathématique, on essaie de mesurer un truc qui a une influence sur la manière dont on le mesure. Il y a plein de problématiques comme ça, et si tu veux, l'inflation, la manière la plus logique de la comprendre, c'est si on crée 10% de monnaie en plus, tout le monde s'est fait dévaluer de 10%. Point barre. Ça ne va pas affecter les gens de la même manière, mais l'effet de base, la cause, c'est 10%. La manière dont on la mesure, ça dépend qu'est-ce qu'on regarde. Si par exemple, tu regardes encore une fois le coût d'une certaine puissance de calcul, d'une certaine capacité de stockage, et si on mesure que ça, l'INSEE va dire « Putain, on est en déflation, les gars, vous êtes tous devenus de plus en plus riches. » Mais t'as plus rien à bouffer. Et donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la préférence temporelle pour expliquer en quelques mots ce qu'est la préférence temporelle. C'est en fait, dans une société, dans la société, on va dire, actuelle, avec une impression monétaire élevée, on va avoir tendance à utiliser l'argent qu'on reçoit immédiatement pour l'utiliser parce qu'on sait qu'en fait, ça va être dévalué plus tard, que ce que je peux acheter maintenant, je ne pourrai plus l'acheter au même prix plus tard. Et donc, en fait, ça entraîne tout un tas de problématiques, c'est-à-dire que on va avoir des sociétés, des entreprises qui vont faire des plans sur le court terme parce qu'elles ne peuvent plus s'engager sur de longs travaux, etc. Et j'aurais aimé savoir un petit peu ce que toi, tu penses de cette préférence temporelle-là et comment est-ce que ça se matérialise aussi dans le monde réel. Et je voulais te lire juste un petit extrait du livre que j'ai ramené, donc L'étalon Bitcoin de Saifedean Ammous, qui est extrêmement intéressant, que je conseille à tout le monde de lire. Bon, la traduction, tu m'as dit, était peut-être pas terrible en français, donc si vous maîtrisez bien l'anglais... Si vous lisez bien l'anglais, lisez-le en anglais. Si c'est pas le cas, ça passe. Ça passe. Bon, je vais lire un petit extrait. Du coup... C'est seulement par le biais de la réduction de la préférence temporelle que les individus s'intéressent à l'investissement et accordent la priorité aux résultats futurs. Une fois leurs besoins de base assurés et les dangers de l'environnement maîtrisés,
les individus orientent leur attention vers des aspects plus profonds de la vie, au-delà du bien-être matériel et la pénibilité du travail. Ils cultivent les relations familiales et sociales, se lancent dans des projets culturels, artistiques et littéraires, et cherchent à offrir des contributions durables à leur communauté et au monde. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça va être difficile de l'expliquer, mais je vais essayer. Si je peux me permettre, moi ça me fait penser à... en fait, on dit que la révolution artistique, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais a eu lieu pendant la Renaissance. C'est vrai qu'on avait des magnifiques œuvres d'art, de très beaux bâtiments architecturaux, Florence, des cathédrales, etc. Et qu'en fait, quand on compare avec ce qu'on a maintenant, alors chacun a sa propre vision de l'art, etc. Mais par rapport à de l'art contemporain, par rapport à des nouvelles structures maintenant, en fait, c'est un peu terne, entre guillemets. On construit ça ou on fait ça en peu de temps, malgré des progrès technologiques, évidemment. En fait, moi, je me le matérialise peut-être un petit peu comme ça, comme quoi, avant, on avait des projets sur le long terme, parce qu'on avait besoin de passer moins de temps à gérer notre argent, à gérer nos finances, à travailler, parce qu'on savait que la valeur de notre travail pouvait nous permettre de tenir peut-être plusieurs années pour pouvoir faire de longs projets de ce type-là. Alors, tu as une citation d'un autre économiste autrichien contemporain, qui est d'origine allemande, qui s'appelle Hans-Hermann Hoppe, qui dit le processus de civilisation correspond au processus d'abaissement des préférences temporelles. Et en fait, ce qu'il essaie d'expliquer par là, c'est que donc, l'idée des préférences temporelles, c'est de dire que, encore une fois, le futur est incertain, donc on valorise tous les biens présents plus que les biens futurs. Si je te dis, par exemple, tu as la possibilité d'avoir une pomme maintenant ou une pomme demain, tu vas préférer l'avoir maintenant, toute chose égale par ailleurs. Alors, une pomme, c'est un bien périssable, donc on pourrait ergoter, mais si je te dis un lingot d'or maintenant ou un lingot d'or dans un an, tu vas préférer l'avoir maintenant. Parce que le fait de l'avoir maintenant, finalement, te donne plus d'optionnalité, tu vas pouvoir faire plus de choses avec, et tu n'as rien à gagner à juste attendre un an pour l'avoir. Et du coup, on a tous une valorisation qui est différente, qui est subjective, des biens futurs par rapport aux biens présents. L'idée des préférences temporelles, c'est ça. Et si tu prends par exemple quelqu'un qui est dans un pays très peu développé ou un être primitif, par définition, il va avoir des préférences temporelles qui sont très élevées parce que finalement, si l'essentiel de ma vie, ça consiste à savoir comment je vais me nourrir demain, les biens futurs qui vont m'être donnés dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ils n'ont pas beaucoup de valeur pour moi parce que déjà, si je ne survis pas demain et que je ne trouve pas mon repas de demain, de toute façon, je ne vais pas pouvoir les obtenir, donc j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que ça nous distingue aussi des animaux. Exactement. Et à l'inverse, plus tu vas pouvoir accumuler de capital, de sécurité matérielle, de certitude sur ton repas de demain, ta capacité à te soigner, ta capacité à fonder une famille, à te protéger, à éduquer des enfants, à te déplacer, à te chauffer, à te protéger contre les prédateurs, contre les catastrophes naturelles, à avoir des assurances. En fait, plus tu vas pouvoir penser et surtout valoriser le futur lointain et donc à y penser. Et du coup, plus tu fais ça, plus finalement tu vas être capable d'allouer des ressources pour un futur qui va être lointain, voire même qui va être supérieur à ta mortalité propre. Et l'exemple que tu prenais à l'époque de la Renaissance, outre l'influence, on va dire, de la chrétienté, du capitalisme et du catholicisme dans l'Europe de l'Ouest, qui faisait que finalement, on se vouait à quelque chose de plus grand que soi, à une sorte d'éternité apportée par l'idée divine. Tu avais, à la base de ce phénomène aussi, l'introduction d'une monnaie or, qui faisait que finalement, si je suis à Florence au XIVe siècle et que j'ai un florin, qui est une pièce d'or, hein, qui a vraiment une teneur en or, qui n'est pas dévaluée, etc., je sais que si je l'investis maintenant, je vais pouvoir éventuellement me créer un atelier en tant qu'artiste, faire du mécénat, payer des armées, etc. Par contre, si je la garde 10 ans, je vais pouvoir acheter peut-être 2 ou 3 fois plus que ce qu'elle me donne aujourd'hui. Et donc, tu as cette espèce d'arbitrage qui est que finalement,
chaque chose dans laquelle tu vas investir doit avoir une signification profonde et une importance profonde parce que tu vas consentir à sacrifier quelque chose qui a énormément de valeur dans le futur et qui est très important pour toi. À l'inverse, si on revient à mon data point de il y a 7% d'évolution de la masse monétaire en euros tous les ans, si tu gardes des euros en te disant finalement je vais peut-être les investir demain ou je vais réfléchir à ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, ce qui va se passer pour mes petits-enfants, etc. Tout ce qu'on te garantit, c'est que tu vas perdre 7% de pouvoir d'achat par an. Sachant que 7% de perte de pouvoir d'achat, au bout de 10 ans, tu as perdu la moitié de ton pouvoir d'achat. Donc au bout de 20 ans, les trois quarts, etc. etc. Et du coup, tu te retrouves dans une situation en termes d'incitation et de positionnement par rapport au flux temporel, au rapport entre le présent, donc ta préférence temporelle, la valorisation du présent par rapport au futur proche, voire même lointain, qui est complètement distordu et qui fait que tu ne peux plus mentaliser, percevoir et surtout provisionner pour ton futur lointain. Et tu es incité à consommer aujourd'hui, à être dans une forme de carpe diem absolu, à rechercher plutôt l'endettement ou le fait d'acquérir des réserves de valeur pour essayer de préserver ton pouvoir d'achat. Et tu ne peux pas finalement te dire, je vais dédier les 20 prochaines années de ma vie à créer un truc juste trop stylé, déjà parce que je suis talentueux et que j'aime ça, et surtout parce que je sais que si jamais je réussis en faisant ça, déjà d'une part, si j'ai un peu d'épargne de côté, de toute façon je pourrais continuer à vivre, parce qu'elle elle va préserver son pouvoir d'achat dans le temps, donc je ne me mets pas un risque dans le fait de prendre des risques, d'entreprendre. Et d'autre part, si jamais ça réussit, la rémunération future que je vais avoir va être telle que peut-être que ma famille, pendant 3 générations, va pouvoir vivre sur cette rémunération. Un exemple concret de ça, on parlait de la Renaissance. Quand j'étais à Florence, la cathédrale principale de Florence, Santa Maria di Fiore, a 2 portes qui doivent faire, je pense, 5-6 mètres de haut, qui sont hyper travaillées, faites d'or, de bronze, etc. Alors, j'ai plus le nom de l'artiste en tête. Il a passé, il me semble, 27 ans à fabriquer 2 portes. C'est des belles portes, mais c'est des portes. La rémunération qu'il a obtenue pour les 2 portes a permis à sa famille de vivre pendant 200 ans. On revient à la Startup Nation. Si je lève 1 million d'euros aujourd'hui, en pouvoir d'achat, dans 10 ans, c'est 500 000 euros. Dans 20 ans, c'est 250 000 euros. Dans 30 ans, c'est 125 000 euros. Du coup, c'est pour ça que les boîtes je ne vais jamais fabriquer des portes. Je vais faire un beau PowerPoint, te convaincre que l'argent qui vient de couler sur toi grâce à la presse à imprimer, il faut que tu me le files. Ensuite, je vais m'acheter des trucs, des baraques, en fait des biens pas productifs. C'est-à-dire je vais essayer de... C'est un jeu de Monopoly. C'est-à-dire je vais essayer de racheter les biens rares et désirables à d'autres gens sans jamais rien créer, sans jamais investir, sans jamais améliorer finalement notre capacité technologique, notre capital productif, etc. Et dans la plupart des cas, je vais consommer le plus possible parce que de toute manière, je sais que épargner n'est absolument pas une activité qui est dans mon intérêt. Donc penser à mon futur, penser à la personne que je serai dans 10 ans, dans 20 ans, à ma famille, à éventuellement même ma lignée, à des choses qui sont même supérieures à tes instincts présents, que ce soit l'art, la morale, l'honneur, etc., n'a plus aucun intérêt. Le but, c'est de jouir tout de suite de la manière la plus débridée possible et en essayant finalement d'en profiter le plus possible avant que le pouvoir d'achat qu'on a obtenu devienne cendre sous nos mains. Pour en revenir à la Startup Nation, c'est aussi peut-être pour ça que des sociétés qui ont quand même une vision et qui ont une ambition de changer et de faire des gros projets, parce qu'il y en a quand même des gros projets, je pense, qui ont eu lieu, les smartphones, la robotique, l'intelligence artificielle, les satellites, etc. C'est peut-être pour ça qu'elles sont obligées en fait de lever des montants tellement énormes que 100 millions ou 200 millions ou 500 millions à l'instant T, dans 5 ans, ça vaudra peut-être encore quand même, entre guillemets, 250 millions. Donc ça te permet d'avoir
matelas de sécurité pour investir peut-être un peu plus sur le long terme. Alors, à chaque fois que tu as une innovation de rupture qui est vraiment révolutionnaire, de toute façon, tu vas avoir une bulle. Parce qu'il y a une sorte d'euphorie et d'engouement de la part des détenteurs de capitaux et d'investissements. Et ça, peu importe la qualité de la monnaie, ça existera. Par contre, tu as toutes les innovations dont tu as parlé, elles se sont faites avec un investissement en capital initial qui était finalement assez faible. Tu regardes par exemple ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. En gros, c'est quelques mathématiciens français et russes, quelques ingénieurs à Taïwan qui ont décidé de fabriquer une fonderie de fils de pute en s'alliant avec des chimistes de malades mentales pour arriver à finalement faire les microprocesseurs les plus fins au monde. Et la magie de la productivité humaine et de la division du travail quelques années plus tard a fait que tout ça a cliqué et t'a permis de faire ton prompt d'enculé sur ChatGPT pour ne pas avoir à réfléchir quand tu vas faire ta dissertation de philosophie en terminale. Mais fondamentalement, l'investissement presque obscène et gigantesque qu'on voit aujourd'hui arrive après. C'est-à-dire que la révélation et l'innovation de rupture a été créée avant. Et on n'avait pas besoin d'une quantité de ressources gigantesques pour ça. On avait besoin de mecs téméraires, fous, passionnés, pour voir un chemin là où personne ne le voyait et dire ouais, les gars, genre, je sais que je peux être bien mieux payé à créer des bots à Wall Street pour ça, mais en fait, moi, ce qui me branche, c'est de voir comment est-ce que je vais pouvoir tweaker mon réseau de neurones pour qu'il soit capable de me pondre une image qui correspond à ce que je vais lui dire textuellement. C'est intéressant parce que c'est Henri Proglio, donc ancien PDG d'ETF, qui avait déclaré dans une interview à Thinkerview, qui disait qu'en fait, pour lui, ce qui était dramatique en ce moment, c'est que l'industrie française va très mal parce qu'en fait, c'est la finance qui aspire tous les cerveaux, on va dire tous les plus grands cerveaux, parce que en fait, c'est là où ils sont mieux payés et c'est là où ils vont gagner plus d'argent à l'instant T. C'est l'effet cantillon. Et donc, en fait, eux, ils vont là où est l'argent. Mais malheureusement, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont privilégier l'argent à des métiers passion ou à des métiers qui vraiment sont dans l'intérêt de la collectivité. Et je pense que tu t'en rends bien compte avec l'histoire. Si tu prends la plupart des grandes innovations modernes qui font que notre vie est agréable et civilisée et sécurisante et prospère, elles ont eu lieu durant la deuxième moitié du 19e siècle et le tout début du 20e siècle. Que ce soit les chemins de fer, l'aviation, l'électricité, la pénicilline, la médecine moderne, les vaccins, le moteur à explosion, le raffinage du pétrole, tous ces trucs-là, ça a lieu à cette époque-là. La plupart des mecs qui inventent ces technologies-là, ils travaillent dans leur garage, ils sont financés par Walou. Il n'y a pas de fonds d'investissement gigantesques, il n'y a pas de tout ça. Et ces gars-là, en fait, ils sont dans cette situation où, que ce soit, tu as des Tesla, des Louis Blériot, des Watts, juste, ils ont envie de faire ça, en fait. Et un des grands malheurs de l'époque moderne causés par cette monnaie fiat, c'est que les successeurs de tous ces gars-là, c'est-à-dire les mecs qui probablement auraient pu créer genre le futur de je sais pas la biochimie, l'intelligence artificielle, la conquête spatiale, etc. Ils ont absolument aucun intérêt à ça. Ce qui sont le plus incentivés à faire, c'est d'aller faire du trading haute fréquence en codant des bots de tarés pour Jane Street ou Vanguard. Et c'est marrant, tu vois, genre, je suis un gros geek des maths, genre, je comprends le délire. Mais en fait, frérot, genre, moi, je préférerais que tu sois payé à comprendre la complexité de l'univers ou à chercher, genre, des réplications moléculaires qui vont pouvoir nous aider à trouver des remèdes contre le cancer. Et fondamentalement, que, genre, t'aies fait Cambridge pour créer des bots hyper sophistiqués pour te battre sur les marchés financiers contre un mec qui a fait Polytechnique et qui crée des bots aussi sophistiqués de manière à ce que le gars qui se lève tous les matins
et qui va genre prendre son Uber et m'amener dans le studio se fasse rincer par l'effet cantillon, j'ai pas l'impression que ce soit une bonne utilité de votre temps, vos talents et vos compétences en fait. Du coup, là, on a été quand même assez critique du système actuel et notamment de la monnaie. Pour finir sur le podcast, j'aimerais qu'on aborde peut-être certaines solutions et notamment peut-être comment est-ce On qu'on se demande lesquels. remet sur le devant de la scène ce qu'on peut appeler une monnaie forte, entre guillemets, une monnaie qui ne se dévalue pas. Est-ce qu'il n'y a que Bitcoin d'ailleurs ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres monnaies qui pourraient... Alors, je suis désolé, je sais que votre podcast s'appelle Cryptost. Par contre, tu vois, pareil, historiquement, ce qu'on a toujours vu, c'est que pour avoir ce bien que les autres vont accepter dans le futur, le marché va toujours converger vers une solution. Parce que si les autres ne l'acceptent pas, et que moi j'ai ma monnaie, mais qui ne devient pas plébiscitée de manière majoritaire et universelle, bah, je suis comme un connard et j'ai mes feuilles d'arbre dans les mains. Du coup, un anneau pour les gouverner tous, une monnaie pour les gouverner tous, les monnaies convergent vers une. Et à ce compte-là, les gars, vous pourrez jamais concurrencer Bitcoin parce qu'il y a des propriétés qui sont impossibles à reproduire parce que c'est la première, parce qu'on ne peut pas reproduire les conditions dans lesquelles elle s'est créée, parce qu'il n'y a pas de fondateur, parce qu'il n'y a pas de pré-mine, parce que personne n'a de contrôle dessus, parce que personne ne peut l'arrêter, parce que la sécurisation du réseau, vu son hash power, est juste... genre, laisse tomber. Et du coup, genre, have fun playing with your cryptos, mais si on parle vraiment de comment on peut trouver une solution à ces problèmes-là, il n'y a que Bitcoin. Et c'est pas juste une rente de maximaliste comme si j'étais un putain d'ayatollah obtus, c'est juste logique. Au même titre que amusez-vous avec le Minitel. Mais Internet, c'est bon, c'est fini, c'est un protocole, c'est ossifié, enfin, on n'utilisera pas autre chose. Et par rapport à ça, du coup, je reviens à ce qu'on avait dit au début de l'émission. On avait l'or qui était une putain de monnaie que les gouvernements pouvaient pas manipuler, mais parce qu'on a développé l'économie, et tant mieux, il a fallu que les flux financiers suivent les flux économiques. Et donc, il a fallu transporter de la valeur très rapidement sur de très grandes distances. Et le problème avec ça, c'est que les trucs physiques, c'est très coûteux à transporter, c'est très dangereux à transporter, c'est très compliqué à transporter, etc., etc. Donc, on a créé de la monnaie crédit, de la monnaie information, qui, elle, pouvait voyager aussi vite que ce que les échanges exigeaient. L'intérêt fondamental de Bitcoin, c'est de réconcilier le meilleur de ces deux mondes, d'avoir à la fois la monnaie la plus facile et la moins coûteuse et la plus simple à échanger dans l'espace, peu importe les frontières, les juridictions, les protocoles utilisés, les technologies à ta disposition, tout en ayant la garantie qu'elle ne pourra pas être saisie, qu'elle ne pourra pas être dévaluée et qu'elle est un droit de propriété absolument inaliénable et que personne, quelle que soit la force qu'il est capable de déployer, ne peut t'ôter. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu vas avoir énormément de mal à parler de crypto. Dans le sens où, d'un côté, on a la chance d'avoir hérité finalement de cette espèce d'aventure un peu folle qu'est Bitcoin, qui peut, c'est pas sûr que ça va réussir, mais qui peut nous permettre de résoudre un problème qui est fondamental pour l'espèce humaine, c'est-à-dire réaliser la séparation de la monnaie et de l'État et doter un monde hyper développé avec une division du travail hyper aboutie, complètement numérique, d'une monnaie native, neutre, incensurable et inaliénable. Et de l'autre côté, bah, t'as je sais pas quoi, mais je vois pas ce qui peut, comment dire, assumer la comparaison. Et qu'est-ce qui manque à Bitcoin pour justement remplacer les monnaies actuelles et en faire peut-être la future monnaie du monde? Des outils et une culture. Je vais m'expliquer. Bitcoin est quelque chose de très compliqué technologiquement. Et tu vois, au même titre que dans les années 90, si tu voulais envoyer un mail, il fallait faire tourner ton propre serveur mail. C'était un truc qui était réservé à des geeks. Et aujourd'hui, bon, bah, on a tous Gmail, on a tous ProtonMail, on a tous différentes adresses mail qui peuvent interagir les uns avec les autres.
quasiment tout le monde sur la planète arrive à utiliser ça. Mais c'est le produit de 30 ans de développement informatique, d'itération et de couches qui ont été améliorées et posées les unes par-dessus les autres. Aujourd'hui, Bitcoin reste encore difficile à utiliser parce que c'est un peu le début et aussi parce que effectivement on est dans un monde fiat. Donc la plupart des gens se concentrent sur le fait de capter de la valeur au lieu de développer le système. Plus on va développer des outils, et c'est pour ça que j'ai décidé de bosser pour Bitcoin, hein, c'est parce que fondamentalement c'est notre mission statement. Notre motto, c'est Engineering Sovereignty. Le génie de la souveraineté, c'est créer des outils qui vont te permettre à ta grand-mère, comme à la personne la plus riche du monde, à la personne la plus geek du monde et à la personne la plus pauvre du monde, de pouvoir avoir accès à ça sans qu'il ait besoin d'avoir un PhD en computer science, de passer 10 ans à comprendre comment ça marche, de suer parce qu'il ne comprend pas comment ça doit se sécuriser, s'envoyer, s'échanger, etc. Je pense il y a aussi un phénomène qui prendra beaucoup de temps, c'est que pour les raisons qu'on a expliquées avant, on a l'habitude dans le monde dans lequel on vit depuis des générations qu'il y ait des gens qui gèrent nos moyens financiers pour nous. Et finalement, on leur demande l'autorisation pour les récupérer, pour pouvoir échanger, les envoyer, payer quelqu'un, etc. Et fondamentalement, Bitcoin, c'est la promesse de dire, tu redeviens, encore une fois, Engineering Sovereignty, tu deviens souverain sur ton épargne, c'est comme le cash que tu as dans ta poche. Tu peux te le faire voler, tu peux faire de la merde, tu peux être bourré, tu peux le perdre en soirée. Donc, il faut réapprendre à être responsable. Et dans une société, parce qu'elle est très fiat, qui est caractérisée par l'irresponsabilité, la proposition de valeur qui consiste à dire vous allez devenir libre parce que vous serez responsable de vous-même est quelque chose qui demande une sorte de réapprentissage social qui va prendre énormément de temps et qui ne se fera probablement pas à l'échelle d'une génération, qui est vraiment une sorte de transformation culturelle. Et c'est pour ça que c'est vraiment un travail de très longue haleine, qui, à mon avis, aura un impact gigantesque sur l'évolution de la civilisation future, mais qui ne doit pas être vu comme une sorte de bulle qu'il faut rider, parce que, tu vois, je prends l'exemple du mail et l'évolution des protocoles Internet. Bitcoin, ça prendra plus que 30 ans avant de porter vraiment ses effets, de devenir ubiquitaire, utilisable par tout le monde, dans ses pleins pouvoirs, c'est-à-dire en self-custody. Là, je ne parle pas d'avoir des bitcoins sur Revolut ou un compte Coinbase, hein, ça c'est juste du crédit. Et parce que en fait, on doit à la fois créer un stack technologique complètement différent, from scratch, on doit réinventer la finance qui s'est basée sur des bases qui datent d'il y a au moins 800 ans, de la Renaissance dont on parlait avant, à partir de rien, sur en plus un stack technologique, à partir des protocoles Internet. Et en plus, on doit avoir la patience de se dire que dans le monde dans lequel on vit, la plupart des gens n'ont pas envie d'être libres. Ils ont envie d'être protégés de leurs responsabilités, des conséquences de leurs choix. Ils ont envie de pouvoir dire je vote pour A, et lorsque A détruit ma vie, je vais demander à un politicien ou à n'importe qui finalement de résoudre mon problème alors que c'est moi qui l'ai causé. Et c'est vraiment une évolution culturelle qui, je pense, va prendre énormément de temps. Et c'est pour ça que enjoy the ride. Il y a plein de trucs très marrants à faire entre-temps et faut vraiment pas être pressé. Merci beaucoup Théo. Merci à toi.